J'ai bien aimé, comme vous, ce matin, cette rétrospective des faits nombreux fournis de cette année 2015. Et rappelez-vous que l'un des faits marquants, conséquence du déploiement de la loi sur la transition énergétique, c'est bien ce lien essentiel, finance, transition énergétique et les territoires. Et bien évidemment, ceux qui sont à la manœuvre sur les territoires. Ils sont avec nous cet après-midi, 3 régions, elles sont là, et puis des partenaires qui accompagnent ces financements sur les territoires, et notre expert. On m'a dit que vous étiez l'expert cet après-midi. Et on va commencer par vous sur ce rendez-vous autour du financement de la transition énergétique. C'est important de faire un état des lieux des faits, et c'est ce que vous allez tout de suite faire, Andreas Rüdinger. Vous êtes chercheur au pôle énergie-climat à l'Institut de développement durable et des relations internationales. 15-20 minutes avec vous pour balayer les enjeux, et on va aller tout de suite sur les outils. On va essayer d'être concret et pragmatique cet après-midi. Pour les collectivités territoriales, vous reviendrez et on sera à l'écoute de ces retours d'expérience des territoires. Ils déploient des mécanismes souvent innovants et on va voir ce que ça commence à donner et comment ça percole sur vos secteurs respectifs. Je prendrai un moment pour qu'on ait un échange conséquent entre la salle et nos intervenants. Ce matin, mais c'était comme ça, c'était pas prévu de vous donner la parole. Mais là, maintenant qu'on rentre dans le concret de l'après-COP 21, de la transition énergétique, il faut qu'on échange et qu'on réagisse les uns les autres. Et tout cela jusqu'à 16h. Vous allez au desk, votre présentation est prête et c'est parti pour une quinzaine de minutes. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, donc, j'ai la lourde tâche d'essayer de faire un cadrage, une introduction sur un vaste sujet qui est le financement. Donc, je vais essayer de faire ça aussi bien que possible en 15 minutes, sachant qu'on a une lourde tâche parce que vous revenez tous d'un copieux déjeuner et que c'est toujours le moment un peu critique. Le Welsh Dunkerquois, voilà. Je vous le conseille. C'est toujours un moment un peu critique de la journée, mais on va essayer de faire ça. Alors, avant de commencer, juste un petit mot sur l'Institut dont je dépends, même si j'y suis plus à temps plein maintenant. Donc IDRI, Institut du développement durable et des relations internationales, qui est une fondation de recherche reconnue d'utilité publique, fondée par Laurence Tubiana, que vous connaissez, donc qui a notamment œuvré pour la réussite de la COP à Paris. L'IDRI travaille sur différents sujets avec différents programmes thématiques liés aux grands sujets du développement durable, donc un programme gouvernance, climat-énergie, biodiversité, fabrique urbaine, agriculture et un programme transversal qui s'appelle Nouvelle Prospérité. Et l'objectif de l'IDRI, quelque part, c'est de développer une analyse transversale, d'être une interface entre les différents acteurs du développement durable, de créer le débat. Et juste pour vous indiquer que tout ce qu'on produit en termes d'analyse, mais aussi de conférences, est gratuitement accessible sur notre site et sur notre blog. Donc pour en venir au sujet du jour, le financement, tout d'abord peut-être quelques éléments de contexte. On a pu l'évoquer ce matin, donc il y a évidemment la loi de transition énergétique et la COP maintenant qui sont passés par là, avec notamment pour la France des objectifs très très ambitieux quand on regarde ce qui est inscrit dans la loi de transition énergétique, notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments et le développement des énergies renouvelables, donc des sujets qui concernent au premier chef les collectivités locales. Pour le bâtiment, donc tout le monde connaît l'objectif de 500 000 rénovations BBC par an. En fait, il y en a un deuxième qui est caché dans les chiffres, et peu de gens l'ont vu, mais il y a cette histoire de l'obligation de rénovation de tous les bâtiments en classe F et G jusqu'en 2025. Et en fait, personne n'a fait l'analyse de regarder ce que ça donne en termes de part du parc de logements existant. En fait, c'est 10 millions de logements. Si on suit cette obligation, ça veut dire qu'il faut rénover 10 millions de logements dans les 10 prochaines années, ça fait 1 million de logements par an. Plus évidemment les objectifs en matière d'énergie renouvelable, donc il y avait déjà l'objectif 2020, 23% d'énergie renouvelable, et puis maintenant 2030, 32%, dont 40% pour ce qui est de l'électricité. À côté de ça, on assiste également à un débat nouveau sur la transition énergétique, et c'est celui sur la gouvernance,
avec une reconnaissance accrue des initiatives locales. Donc, on le voit très bien dans cette loi, on a la consécration des territoires à énergie positive, on a la notion des régions en tant que chef de file de la transition énergétique dans les territoires. Il y a des nouveaux moyens qui sont là, il y a la question des entreprises publiques locales, des sociétés d'économie mixte, donc beaucoup de choses qui concernent vraiment directement les collectivités. Et à côté de ça, une critique qu'on a vu transparaître déjà pendant le débat national sur la transition énergétique en 2012-2013, qui s'est renforcée au moment des discussions sur la loi, c'est la question du financement. Est-elle suffisamment, est-elle correctement traitée aujourd'hui par rapport à l'ambition portée par les objectifs? Donc il y avait beaucoup de réserves là-dessus. Il y a des instruments nouveaux qui ont été créés ou renforcés. Donc il y a des enveloppes de financement aujourd'hui, notamment dédiées aux collectivités auprès du fonds d'épargne de la Caisse des dépôts. Il y a la contribution climat-énergie. Donc il y a quand même des nouveaux outils, mais est-ce qu'ils sont suffisants aujourd'hui? Et notamment, on a perdu un débat important entre le DNTE et la loi qui l'a suivi. C'était celui sur la fameuse KfW à la française, donc quelque chose qui était inscrit dans la synthèse du DNTE en 2013, qui faisait consensus à ce moment-là, l'idée de se doter d'un vrai mécanisme massif de financement de tous les projets et tous les acteurs de la transition énergétique. Donc c'est un débat qu'on a un peu perdu, je pense qu'il faut le reprendre aujourd'hui. Et pour y répondre, on voit notamment qu'au niveau des collectivités, et notamment des régions, on a une effervescence d'outils de financement nouveaux qui émergent aujourd'hui, d'outils très très innovants. Et donc moi je vais peu m'attarder là-dessus parce qu'on a des gens beaucoup mieux placés pour en parler en détail. Donc de mon côté, je vais essayer de rester sur les enjeux. Quelles sont les problématiques quand on parle financement de la transition énergétique? Il y en a un premier évidemment qui est la question du volume quantitatif. Combien d'argent est-ce qu'il faut? Combien de capitaux est-ce qu'il faut mobiliser? Et on a souvent entendu parler de chiffres, 30 à 50 milliards d'euros par an à mobiliser pour la transition énergétique. Et on a fait une étude à l'IDRI qu'on a publiée début 2014, où on a essayé de montrer qu'en fait la question n'est pas si évidente que ça. Parce que derrière cette question de volume se cache une question très importante sur quelle est la part d'investissement réellement additionnel, où il faut mobiliser de l'argent nouveau, et qui pose donc la question des outils de financement à proprement parler, et quelle est la part de réorientation d'investissements existants. Donc sur le graphique que vous voyez, j'ai essayé de montrer ça à travers l'exemple de la rénovation du bâtiment. Le bâtiment, c'est déjà un secteur aujourd'hui qui concentre énormément d'investissements, quasiment 40 milliards d'euros dans les travaux sur les bâtiments existants, tous travaux cumulés. Sur ces 40 milliards d'euros, on a déjà aujourd'hui 15 milliards d'euros annuels, selon l'ADEME, qui ont un potentiel impact énergétique sans que l'on sache qu'il s'agisse de rénovations très efficaces, bâtiments basse consommation, ou juste d'un remplacement de fenêtres dans un bâtiment de classe F. Et dans ces 15 milliards d'euros, on a une toute petite aire, un petit carré, qui concerne aujourd'hui les rénovations réellement efficaces, les rénovations BBC. Donc on voit bien que dans le cadre du bâtiment, on est en droit de se poser la question de à quel point est-ce qu'il faut vraiment des capitaux additionnels, ou est-ce qu'il faut créer le cadre qui permette, les incitations qui permettent aux bons investissements d'émerger et aux financeurs de trouver ces bons investissements. Et je pense que c'est une question essentielle parce qu'elle permet de détourner un peu le regard de l'ingénierie financière sur le plan technique, comment est-ce qu'on monte un outil, d'où est-ce qu'on mobilise l'argent, à quelque chose qui est plutôt de se dire comment est-ce qu'on facilite les opérations, comment est-ce qu'on fait en sorte d'intermédier l'opération entre la personne porteuse du projet et un financeur potentiel. Deuxième enjeu derrière ça, c'est l'intensité capitalistique de cette transition énergétique. Il faut en parler, c'est vraiment ce qui se passe en termes économiques dans la transition énergétique. On essaye constamment, à tous les niveaux, à l'échelle macroéconomique comme microéconomique, de remplacer des coûts opérationnels, la facture énergétique, les importations de combustibles fossiles, par du capital. Ça vaut évidemment pour les énergies renouvelables, donc vous le voyez sur le graphique du haut, la part en capital initial est très très importante pour les principales énergies renouvelables électriques, notamment l'éolien et le solaire, beaucoup plus que les coûts de maintenance, les coûts opérationnels. Ça vaut évidemment également pour ce qui est de l'efficacité énergétique, où on essaye généralement, quand on fait du BBC, de diviser par 3 ou 4
l'OPEX, la facture courante d'énergie, en la remplaçant par des investissements qui vont s'amortir dans le temps. Et évidemment, cette intensité capitalistique pose une question directe sur le coût de ces capitales. Le coût du capital devient d'un coup un facteur clé, un déterminant clé de la viabilité économique et de l'attractivité des projets. Vous voyez sur le graphique du bas une représentation schématique qui montre que pour un même montant d'investissement initial, ici 100 000 € sur 20 ans, évidemment, le taux d'intérêt du prêt va fondamentalement modifier l'équilibre économique du projet et peut jusqu'à doubler l'argent requis pour investir dans ce projet. Donc, partant de là, si on voit que le coût du capital est aussi important, on peut se poser deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur le coût du capital à partir de l'ingénierie financière? Est-ce qu'on trouve par différents canaux de l'argent qui serait moins cher à un moment donné, qui correspondent mieux aux durées, à la maturité des projets de la transition énergétique, qui généralement sont compris entre 20 et 40 ans. Et l'autre question, c'est le taux d'intérêt et l'attente de rentabilité sur fonds propres, généralement, reflètent un risque de projet. Et qu'est-ce qu'on peut faire, in fine, pour réduire ces risques projets, soit par de l'ingénierie financière, soit par le cadre réglementaire? Troisième enjeu, c'est comment est-ce qu'on met ensemble toutes les pièces. Je vous disais tout à l'heure, quand on parle de financement, il n'y a pas un seul enjeu de financement. Ce n'est pas juste une question de capital, de volume. Il y a plein de pièces du puzzle qu'il faut mettre ensemble. Et donc, ces schémas, ils ressortent de l'étude que j'ai citée tout à l'heure, comment financer la transition énergétique. Et elle montre notamment qu'on peut schématiser 5 grands éléments. Le premier, c'est la mobilisation de capitaux en amont, sur les marchés financiers en particulier. Donc on a le marché obligataire international, qui est quelque part cette grande masse d'argent qui circule dans le monde, notamment à partir d'investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds souverains, qui peuvent mettre de l'argent à des coûts relativement faibles, avec une attente de rentabilité relativement faible, mais qui exigent un niveau de risque également relativement faible. On a là-dedans aussi les circuits de refinancement bancaire. La Caisse des dépôts a beaucoup travaillé là-dessus en ce qui concerne la rénovation énergétique. Et on a l'épargne nationale, et notamment l'épargne des ménages, qu'on peut essayer de flécher vers ce projet-là. Deuxième enjeu très important et souvent oublié, c'est les interfaces. Comment est-ce qu'on crée des interfaces qui permettent de canaliser ces grands volumes d'argent? Parce que là, quand on parle de la mobilisation de capitaux en amont, quand on parle du marché obligataire, on parle en millions, dizaines, centaines de millions, voire milliards d'euros. Donc ce n'est pas la taille des projets derrière. Il faut une interface quelque part qui permette de canaliser ces flux d'argent avant de les redistribuer aux différents projets et qui permette également de maintenir la cohérence entre les flux financiers et les objectifs politiques recherchés. Et c'est exactement le rôle que joue la KfW en Allemagne. Avant d'être un financeur, c'est un outil de gouvernance. La KfW centralise tous les flux, que ce soit des subventions ou des prêts, mais elle veille également à la bonne cohérence entre les programmes politiques et les mesures qui sont derrière. Troisième grand chantier, c'est plus sur le terrain, c'est la question de comment développer des outils de financement, des mécanismes qui soient adaptés à la fois aux différents groupes d'acteurs, les collectivités, les ménages, les entreprises, et aux différents secteurs de la transition énergétique qui n'ont pas tous les mêmes caractéristiques, qui ont souvent besoin d'outils un peu différents. Et puis, deux enjeux transversaux, mais qui ne sont pas négligés, qui vont un peu au-delà de la question de l'ingénierie financière. La première, évidemment, c'est la clarté et la prévisibilité du cadre réglementaire. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est central. On le voit notamment sur les énergies renouvelables, où les changements de procédures administratives, les changements des dispositifs de soutien créent énormément d'instabilité, créent énormément de risques nouveaux, et on le voit déjà aujourd'hui dans les opérations financières. Et le dernier point qui est central, c'est l'articulation entre les interventions publiques et privées à toutes les échelles, que ce soit au niveau local avec les SEM par exemple, donc de nouvelles formes de partenariat public-privé, mais également au niveau national, voire européen, on le voit avec le fonds Juncker. Donc voilà un peu pour situer tout ça, pour montrer quelles sont les cases sur lesquelles il faut travailler pour créer ce qui serait une stratégie de financement de la transition énergétique. Donc maintenant, si on met les collectivités là-dedans, avant de parler des outils,
on peut déjà se demander quel est le rôle joué par les collectivités locales, par l'acteur public local, dans ces circuits de financement. Et en fait, ce n'est pas inutile parce qu'il y en a plusieurs. Un premier qui me semble essentiel et peut-être pas assez traité aujourd'hui, c'est la question de l'intelligence. Ça a été évoqué ce matin dans l'exposé introductif de Jean-Paul Delevoye. C'est comment est-ce qu'on met de l'intelligence dans tout ça? Et pour donner un exemple concret, est-ce qu'on a aujourd'hui, au niveau des collectivités, les outils d'analyse économique qui nous permettent de choisir entre différents mécanismes de financement, en sachant à chaque fois à quoi ça correspond, quelle est la valeur ajoutée créée, est-ce qu'on répond bien aux besoins de financement identifiés, mais également des outils pour comprendre quelle est la différence en termes d'impact économique sur le territoire en fonction de différents montages. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je suis une collectivité, que je décide, dans le cadre de mon plan climat-énergie territorial, de faire un projet éolien sur le territoire, est-ce qu'il aura les mêmes retombées selon que je fais en sorte qu'un acteur privé gère le projet, que je crée moi-même une société d'économie mixte pour financer le projet, ou que je fasse en sorte que des citoyens, habitants de la région, investissent dans le projet? Dans chaque cas, quel est l'impact économique, quelle est la valeur ajoutée locale? On n'a pas les outils aujourd'hui et je pense que c'est essentiel de les développer. Le deuxième rôle, qui est celui dont on parle peut-être le plus aujourd'hui, c'est la collectivité en tant que porteur de projet. Donc la collectivité qui devient acteur opérationnel de cette transition énergétique, dans quel cas il y a un premier enjeu qui est la mobilisation de fonds propres. Donc où trouver les capitaux pour comment créer de nouveaux outils et comment derrière lever la dette avec des partenaires financiers, des banques ou autres, pour répondre à ces besoins d'investissement. Et là aussi, évidemment, la question des partenariats avec les autres acteurs du territoire. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais je pense que les témoins qu'on a aujourd'hui, qui sont des acteurs de terrain, pourront justement mieux expliquer que moi en quoi ça consiste et quels sont les différents montages qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et puis il y a un troisième rôle qui est là aussi essentiel parce qu'évidemment la collectivité, quel que soit son niveau, quelle que soit son échelle, ne peut pas tout faire. C'est la question de la collectivité en tant que facilitatrice de l'ensemble des projets sur le territoire. Donc là, on touche à différentes questions. On touche à une question de l'ingénierie financière, comment faciliter l'accès au capital, notamment pour les petits acteurs, pour les ménages, pour les associations ou les PME, et comment réduire le coût du capital pour ces acteurs-là, qui présentent peut-être un profil de risque supérieur à des acteurs plus grands, voire à des acteurs publics. Donc là, il y a une première question qui se pose, où on peut y répondre par différents outils, des fonds de garantie, des prêts préférentiels, etc. Et chaque fois, la question à se poser, évidemment, c'est quel est le besoin? Comment est-ce qu'on identifie le besoin de financement et quel serait l'outil adapté pour y répondre? Et dans ce rôle de facilitateur, un deuxième enjeu important, et notamment aujourd'hui, parce qu'il y a toujours la contrainte budgétaire, c'est la question de l'effet de levier. Quel montage financier permet, avec une ressource donnée, limitée, de produire un maximum d'effets de levier, à déclencher un maximum de projets derrière? Et puis une troisième question centrale là aussi, on le voit notamment dans tout ce qui est initiative des collectivités sur la rénovation du bâti. Aujourd'hui, si on prend par exemple le cas de la SEM Énergie Positive en Ile-de-France, avant d'être une problématique de financement, de trouver les capitaux, ils se sont rendus compte que la première question était celle de l'accompagnement technique. Les copropriétés avaient un énorme besoin d'aide dans le montage des dossiers, dans l'analyse technique et financière de ce qui était possible ou pas de faire, avant même de parler de financement des projets. Et c'est peut-être là aujourd'hui où le rôle notamment des régions est le plus important, c'est d'aider à la création, à l'émergence de nouveaux projets. Et en guise de conclusion, ce que je vais dire de mon côté, c'est donc il y a aujourd'hui, je pense, une diversité d'outils de financement qui sont sur la table. Et je pense que les collectivités font preuve de beaucoup d'innovation pour en créer des nouvelles tous les jours. Mais que dans cette création, dans ce développement de nouveaux outils, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a bien identifié les besoins? Parce qu'ils sont multiples, les enjeux liés au financement de la transition énergétique sont multiples. Il ne s'agit pas uniquement de lever du capital. Et derrière ça, il y a différentes pistes, je pense, de débat, de réflexion. Le premier, c'est la question de l'effort de mutualisation. Comment est-ce qu'on peut mieux mutualiser les forces entre collectivités, notamment pour organiser, faciliter l'accès aux marchés financiers internationaux
pour justement récupérer des capitaux à un coût relativement faible. Le deuxième, c'est la possibilité de créer des outils d'investissement dédiés qui permettent justement de répondre à cette volonté de la collectivité d'être un acteur opérationnel à travers des sociétés d'économie mixte, des sociétés à action simplifiée, des SPL, etc. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal de témoins pour en parler, mais c'est très, très intéressant. Ça permet de faire beaucoup de choses et notamment de aussi intégrer le volet de l'accompagnement technique. Le troisième enjeu très, très important, c'est évidemment quelle forme de coopération avec les acteurs financiers privés. Je pense que là-dessus, il y a pas mal de choses, pas mal de questions qui restent en suspens, parce qu'évidemment, on crée aussi de nouvelles tensions. On le voit sur le tiers-financement, dossier très délicat aujourd'hui politiquement. Comment gérer quelque part la concurrence entre le monopole bancaire d'acteurs privés et l'entrée de ces nouveaux acteurs, de ces collectivités qui ont une vraie pertinence à être là, qui ont une légitimité, mais qui doivent s'organiser dans un cadre économique qui n'est pas évident aujourd'hui. Même chose pour le tiers-financement, j'en parlais, où là aussi, il y a pas mal d'incertitudes réglementaires qui, pour l'instant, freinent encore l'essor de ces mécanismes qui, à mon avis, sera une clé de réussite pour vraiment accélérer, monter en puissance dans la rénovation énergétique. Et un dernier sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est évidemment la question du financement participatif. Comment faire en sorte qu'au-delà des collectivités, on puisse emporter l'ensemble des citoyens dans cet effort d'investissement, dans cette idée de donner envie de participer à la transition énergétique sur les territoires. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Venez avec nous. Venez avec nous parce que je vais vous demander d'être attentif, bien évidemment, à ce qu'on va maintenant partager avec nos intervenants, nos invités, et vous pourrez bien évidemment réagir, contribuer. Je suis interpellé par le troisième des enjeux que vous avez rapidement balayé, élaborer un circuit de financement cohérent. Et c'est vrai que il n'y a pas un dispositif, quoi. Il y a des dispositifs à multiples entrées, multiples sorties. Je voudrais tout de suite m'adresser aux deux techniciens, Christophe Deldic, Philippe Rogier. Christophe Deldic, directeur général de la société de gestion du fonds CAP 3e Révolution industrielle. On parle du Nord-Pas-de-Calais et maintenant de la Picardie. Et vous, Philippe Rogier, vous êtes le directeur du crédit de l'agence France Locale. Alors cette transition énergétique, quand vous observez le marché, vous êtes deux observateurs aguerris. Est-ce qu'elle se rend désirable? Est-ce qu'elle est sexy à financer? Monsieur Frogier, prenez le micro. Sexy sûrement, mais elle est surtout incontournable pour nous. Hein. On est le symbole de ce que les collectivités ont cherché à faire en innovant sur la mutualisation. Et pour ça, on a rempli un certain nombre d'exigences et on est capable de lever des fonds à des conditions optimales. Pour autant, pour aller plus loin, on a une exigence qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de notre microcosme collectivité locale française, mais qui vient de partout dans le monde, qui est de pouvoir être présent sur les financements verts et donc d'être capable de répondre tout simplement à la demande des investisseurs qui est de pouvoir être là-dessus. Donc tout notre enjeu, nous, après notre démarrage, c'est d'avoir la capacité non pas à conditionner nos interventions à la qualité de tel ou tel projet, mais c'est de faire confiance à nos collectivités membres pour qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles essayent de faire, et qu'elles soient capables de nous faire remonter, de tracer la nature des projets qu'elles ont financés, et que nous, on puisse les reporter, c'est un anglicisme, pour pouvoir continuer à alimenter cette machine du financement. Vous êtes autant vigilant à la qualité du projet qu'à l'ingénierie financière du projet et du pilotage financier du projet. Oui, alors ça c'est une première alerte, quoi. On y reviendra. Notre enjeu, c'est à la fois de répondre à notre mandat qui est de financer les collectivités locales globalement, mais en même temps de rendre compte aux investisseurs qui achètent les obligations de l'Agence France Locale sur ce qui est fait, comment, dans quelles conditions et dans quelle pérennité. Clair. Christophe Deldic, cette transition énergétique est-elle désirable? Elle est très désirable, elle est très sexy. Le sujet, nous, pour replanter le décor, on a un métier qui est un métier d'actionnaire. Donc moi, quand je parle de la transition énergétique, vous investissez. Dans mon métier, c'est en tant qu'investisseur, aux côtés des dirigeants qui portent des projets d'entreprise autour de la transition énergétique dans l'environnement régional. Et le public-privé vous va bien? Mais ça me va très très bien. Mais mes éléments fondamentaux, c'est d'abord de partir du projet
et après l'ingénierie financière, et après la structure de financement. Des projets, il y en a beaucoup. Même dans notre périmètre ici régional, on a démarré, nous, effectivement, de manière concrète depuis le début janvier, donc ça fait 3 semaines, on a déjà identifié 80 projets à suivre dans la durée. Mais nous, on part de ça, et en disant, on a une solution qui est structurante, qui est, on a des vrais fonds propres. Des vrais fonds propres, c'est-à-dire des actions, on n'est pas prêteur, on n'est pas subventionneur, on est actionnaire. Vous pouvez toujours tout de suite en donner la volumétrie. On parle de 50 millions d'euros de fonds propres. Et pour reprendre le sujet qui est clé, c'est la notion d'effet de levier. La vision, on l'a, hein, mais c'est après l'effet de levier. C'est-à-dire que c'est 50 millions d'euros de vrais fonds propres investis dans la durée, en tant qu'actionnaire minoritaire, dans des projets de développement portés par des entrepreneurs basés en région autour de la thématique de la transition énergétique. Donc on a le temps, mais on veut faire notre métier d'actionnaire. Notre métier d'actionnaire, c'est faire des paris sur l'avenir. Et il y a tout un travail à faire en amont, qui est assez structurant, qui est de dire, parce qu'on est sur des nouveaux business models. Donc il faut les calibrer, il faut prendre du risque, c'est notre métier, faire des paris sur l'avenir, c'est du risque. Mais il ne faut pas sous-estimer tout le durée de cette phase amont, de bien challenger, accompagner le dirigeant sur la définition du bon business model, sur des métiers qui sont, par définition, beaucoup plus capitalistiques que dans d'autres secteurs d'activité. D'où un besoin renforcé de vrais fonds propres. Et j'aimais beaucoup votre slide quand au métier comment on finance avec la dette, le taux sur la durée. Je veux juste rappeler que pour lever de la dette, il faut d'abord avoir des fonds propres. Et donc l'effet de levier, c'est d'abord les actions qu'on va mettre qui vont permettre de lever la dette. Le métier du prêteur banquier, c'est de faire des avances sur recettes, pas des paris sur l'avenir. Donc il ne faut pas confondre. Et sur des métiers nouveaux comme celui dont on parle, il faut faire avant tout des actions avec des gens qui vont faire leur métier de paris sur l'avenir. Et que derrière, nous, on a un effet de levier où on va chercher d'autres co-investisseurs actionnaires avec nous, donc un fonds d'une 50aine de millions d'euros. Ça donne la possibilité de lever des vrais capitaux à côté de ces 50 millions d'euros. Et derrière, pour pouvoir compléter, d'avoir de la dette, mais qui ne va pas forcément être l'élément le plus structurant, le plus volumineux du montage global de financement. Donc, je pense que là, maintenant, on a un outil qui est en adéquation avec les besoins, et parce qu'on est en société, quand on parle du fonds, c'est une société, donc qui a la durée devant elle jusqu'en 2030, et qui nous laisse le temps aussi d'accompagner les porteurs de projets pour, analyser les projets, de dire on parie, et après uniquement de mettre la bonne ingénierie financière en adéquation, et pas l'inverse. Voilà. D'accord. Vous pourriez nous dire aussi tout à l'heure, tous les deux, quels sont les projets porteurs, ceux qui marchent dans l'échantillon de ce que vous avez déjà pu instruire. Alors, on a 3 territoires, là, trois régions qui se sont lancées, et vous l'avez bien dit, Andreas, dans l'innovation des outils et de l'ingénierie financière. Vous allez nous raconter chacun votre histoire. On va commencer avec Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on va parler de la... oui, c'est l'exercice. On va parler de la partie franc-comtoise, parce que c'est là que s'est déroulée l'expérience. On ira en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, avec Christophe Deldy qui a déjà annoncé la couleur, ce grand projet, ce master plan de la 3e révolution industrielle. Alors vous, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On parle d'un plan de rénovation bâtiment avec des cibles de rénover 100% du parc existant à l'horizon de 2050. Et vous utilisez un programme européen qui vous apporte deux plans, de propositions, deux outils. Le premier, c'est d'accompagner et de financer votre ingénierie. Et le second, et on va s'arrêter là-dessus, c'est d'avoir accès à des montages avec des partenaires bancaires. Alors expliquez ça, expliquez-nous la volumétrie aussi de ce que ça représente, et on fera une première évaluation. J'annonce tout de suite la couleur, ils sont très contents de ce qui s'est passé chez eux. Alors effectivement, donc la région Franche-Comté à l'époque a souhaité s'inscrire dans le cadre d'un programme européen, comme vous l'avez dit, qui s'appelle le programme ELENA KfW, puisqu'il est coordonné par la banque allemande KfW, qui a été citée par Andreas précédemment.
Et donc nous, au niveau de la région Franche-Comté, on a souhaité s'investir dans ce programme-là pour, d'une part, mobiliser une enveloppe qui s'appelle assistance technique, qui nous permet de renforcer des moyens d'ingénierie, des moyens humains, et d'autre part, pour développer une nouvelle offre de financement pour les cibles privées. Donc là, en l'occurrence, pour la cible des ménages, des particuliers, qui souhaitent engager des travaux de rénovation. Alors pour nous, en Franche-Comté, on a vraiment une politique d'accompagner et d'inciter les ménages à engager des rénovations performantes qui visent le niveau BBC. Et pourquoi la région Franche-Comté a souhaité s'investir dans ce programme européen? On avait déjà en fait un programme d'accompagnement technique avec Effilogis depuis 2009. Depuis 2009, donc depuis déjà plusieurs années, on a déjà un retour d'expérience important. Donc on avait déjà en fait cet accompagnement technique, mais on s'est rendu compte, pour parler du terme de besoin évoqué par Andreas, qu'on avait la nécessité aussi de renforcer l'accompagnement financier des ménages qui veulent engager des travaux de rénovation qui peuvent être lourds, coûteux. Donc c'était vraiment l'objectif au travers de ce programme européen. Une nouvelle offre bancaire à destination de ces ménages. Exactement. Alors, quel mécanisme, comment, sur quelle échelle de financement? Alors, quel mécanisme? En fait, ce partenariat, il a été engagé avec une caisse régionale qui est la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. On peut la citer parce que ce programme européen, il est engagé à l'échelle nationale par le groupe bancaire BPCE. Et en fait, on a vraiment échangé avec... Il y avait d'autres candidats? Alors non, en fait... On parlera de la dynamique bancaire. Hein, oui, mais c'est vrai que le groupe BPCE, aujourd'hui, en fait, a une sorte de monopole pour la mise en œuvre de ce programme européen, puisque c'est le seul groupe bancaire qui a engagé un partenariat avec la banque allemande KfW pour décliner ce programme en France. Okay. Donc, en fait, nous, on a échangé ensuite avec la caisse régionale pour faire remonter les besoins qu'on avait identifiés en termes de financement de la rénovation des particuliers. Donc il y avait plusieurs besoins forts qu'on avait identifiés, notamment sur la problématique de préfinancement des aides publiques ou d'avance de trésorerie. Bien souvent, les aides publiques étant versées une fois les travaux réalisés. On avait aussi identifié un besoin fort de faciliter la mobilisation d'un dispositif existant qui est l'éco-prêt à taux zéro, qui existe depuis plusieurs années, mais qui est sur le terrain finalement peu mobilisé, et puis de pouvoir aussi offrir aux ménages des offres de prêts à des taux attractifs sur le marché. Okay. Donc on a vraiment échangé en faisant remonter ces besoins-là pour qu'en face, la banque partenaire puisse développer une nouvelle offre de prêts répondant à l'ensemble des besoins identifiés sur le financement de la rénovation performante. Sur le premier volet de l'assistance technique, le financement a été de combien? Alors, sur le volet d'assistance technique, en fait, ce programme-là permet aux collectivités, donc en l'occurrence la région Franche-Comté, de bénéficier d'une enveloppe de financement pour renforcer les moyens d'ingénierie. Donc nous avons bénéficié d'une enveloppe de 800 000 euros. 800 euros. Oui, ce qui est conséquent pour nous. Et vous avez renforcé, c'est important aussi, hein, parce qu'il y a de l'existant et il y a des choses qui marchent, vous avez renforcé le réseau des conseillers Info-Énergie qui ont été les points Info-Énergie, votre bras armé. Tout à fait. Pour aller vers le public, hein, c'est ça? Oui, pour être très concret, puisque vous nous avez dit qu'il faut être très concret. Il y a intérêt. On a pu, grâce à cette enveloppe de 800 000 euros, renforcer le réseau des conseillers Info-Énergie en Franche-Comté, qui est vraiment la porte d'entrée pour le conseil des ménages qui veulent engager des travaux de rénovation. On a pu également renforcer au sein de la région, dans les services, l'expertise aussi des projets, parce qu'on n'a pas uniquement un rôle administratif, il y a une vraie expertise aussi technique au sein de la région. Et je suppose que les financiers évaluent ça. Hein. Alors, ça c'est pour l'assistance technique. Oui. Maintenant pour l'offre bancaire. Oui. Alors concrètement, ce partenariat nous a permis
de proposer une nouvelle offre bancaire aux ménages donc, qui s'engagent dans le parcours de rénovation EFI-Logis, donc qui vise vraiment ce niveau de performance BBC basse consommation. Et donc cette offre bancaire, elle est déclinée en 3 volets, ce qui reprennent en fait les 3 besoins qu'on avait fait remonter. Donc c'est la mise en place d'un crédit relais subvention, un taux pour la trésor qui est très faible de 0,15% sur 24 mois, qui permet aux ménages d'avoir de la trésorerie pour payer leurs factures dans l'attente du versement des aides. Le deuxième volet, c'est le fait de faciliter la mobilisation de l'éco-prêt à taux zéro, parce que bien souvent, les travaux qu'on accompagne dans le cadre de notre programme EFI-Logis sont éligibles à l'éco-prêt à taux zéro. On est sur coût moyen d'une rénovation? Alors, le coût moyen d'une rénovation globale BBC, c'est 40 à 45 000 euros. Et le prêt va jusqu'à 30 000 euros. Et l'éco-prêt peut être mobilisé jusqu'à 30 000 euros. Donc c'est un vrai enjeu pour nous de faciliter la mobilisation de cet outil financier existant, parce que ça couvre déjà une bonne partie des besoins financiers de la rénovation. Et le troisième dispositif? Et le troisième dispositif, c'est la possibilité de proposer un prêt à taux complémentaire, à taux réduit. Alors là, bon, les taux varient de façon trimestrielle, mais à fin 2015, sur une durée de 15 ans, on était à un peu moins de 1,5% au niveau du taux. Alors, l'impact attractif sur le marché aujourd'hui. Oui, pas mal. Ouais. L'impact, et est-ce qu'on est en bonne marche pour réaliser vos objectifs politiques que vous vous êtes fixés? C'est vrai que les objectifs sont ambitieux de rénover 100% du parc au niveau BBC. Alors, ce programme européen, il nous a apporté des impacts et des conséquences positives, parce qu'on a vraiment renforcé notre approche sur l'ingénierie financière. Donc, c'est ce qu'a aussi évoqué Andreas, c'est vraiment la combinaison des outils financiers et extra-financiers au travers de l'accompagnement technique. Nous, on avait l'accompagnement technique, il nous manquait le renforcement de l'accompagnement financier, apporter aux ménages suffisamment de connaissances et de garanties sur le financement de leurs projets pour que réellement ils puissent engager des travaux ambitieux, performants. Donc en ce sens, pour nous, ce programme européen, il nous a apporté de la matière pour progresser et apporter un accompagnement complet, technique et financier. C'est un accélérateur. Et par contre, on était aussi très ambitieux sur la volumétrie, sur le volume de prêts qui pourrait être engagé au travers de ce programme européen par la banque partenaire. Et je dirais qu'à ce niveau-là, les objectifs quantitatifs qu'on s'était fixés n'ont pas été atteints, parce qu'on était aussi trop ambitieux sur ce qu'on pouvait attendre en termes de prêts générés. D'accord. Est-ce que, encore une question, est-ce que ça a suscité des appétits avec d'autres partenaires bancaires? Bon, là, c'est Caisse d'épargne parce qu'elle s'inscrit dans ce programme européen, ok. Et les autres, là, est-ce qu'ils sont venus frapper à la porte en disant « et nous, on a envie, on a faim ?» Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que Merci. C'est aussi un impact positif de cette initiative, c'est que ça nous a permis de créer une dynamique à l'échelle régionale qu'on n'avait pas réussi à insuffler auparavant. Et le fait d'engager un premier partenariat avec une banque régionale, ça a permis en fait à d'autres banques de s'intéresser à ce qu'on faisait, et d'autres banques sont venues nous voir et nous ont dit nous aussi on aimerait bien engager un partenariat avec vous, vous proposer des offres de prêts adaptées. Donc aujourd'hui on a 3 nouvelles autres banques partenaires. Donc ça a permis vraiment de créer cette dynamique un retour régionale. D'expérience assez positif. Votre commentaire, Andreas, sur cette première expérience? C'est très bien. Bon, super. non, je pense qu'il faut viser plus grand, mais ça touche justement un des points que j'évoquais sur l'interface. Parce que justement, vous avez fait un partenariat avec une seule banque, et effectivement, pour l'instant, ça peut être suffisant parce que la demande n'est pas encore suffisante, n'a pas encore émergé.
Si on revient au programme initial, et notamment au mécanisme de la KfW, ce qui est intéressant dans ce cas-là, et pour revenir à mon schéma un peu compliqué, j'insistais beaucoup sur la fonction d'interface dans le circuit de financement, et sur le fait que la KfW joue ce rôle-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle émet des obligations sur le marché international, et engage, en fait, elle met juste sa propre crédibilité, son propre niveau de risque qui est très faible, et derrière, par contre, cet argent est disponible directement pour tout le réseau bancaire. Ouais. En fait, les gens qui vont intermédier les prêts directement, c'est soit les collectivités directement qui peuvent emprunter auprès de la KfW, soit tout le réseau bancaire privé, toutes les banques. Très bien. Vous êtes chargé de mission plan bâtiment durable au sein de cette nouvelle région. Vous êtes confirmé ? Oui, oui. Au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté maintenant, oui. Bon, alors, côté région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, avec vous, est-ce qu'on peut dire que l'expérience, le retour d'expérience est un peu plus nuancé ? Oui. On a expérimenté effectivement à travers différents outils le financement donc, de l'efficacité énergétique d'une part dans l'habitat et des énergies renouvelables. Donc, tout d'abord, pour revenir sur la région, enfin la collectivité régionale, donc en 2006, il y a eu un programme ambitieux qui a été mis en place donc, pour développer l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, avec 3 piliers, on va dire, de l'action régionale. D'une part, soutenir la demande, structurer l'offre et aussi organiser la montée en compétences des professionnels. Donc au travers de l'ensemble des compétences de la région, notamment en termes de développement économique et d'innovation, mais aussi de formation professionnelle. Dans le cadre de notre plan climat qu'on a adopté en 2009, il y a eu cette volonté effectivement de voir comment on pouvait mettre en place de nouveaux outils qui permettraient, on va dire, de démultiplier l'effet levier de la collectivité régionale, notamment partant du constat que la subvention était un outil limité pour amorcer, on va dire, un changement d'échelle. Donc il fallait qu'on passe à autre chose. Tout ce qui s'est passé sur le photovoltaïque, donc en 2006, l'augmentation des tarifs d'achat, moratoire en mars 2011 de mémoire, nous a incité à accélérer notre réflexion et notamment à mettre en place un partenariat avec la Banque européenne d'investissement pour donner en fait accès à la ressource BEI auprès d'organismes bancaires. Donc on a lancé un appel à projet, on a retenu 3 banques régionales, le Crédit Agricole, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Et adossé à ce dispositif, il y avait également une garantie apportée par la région. Ils ont su bien entrer dans le dispositif, cohabiter avec la BEI, c'est facile ? Alors ils ont su, ils ont su en fait partiellement. Parce que dans le cadre du dispositif, ce qui les intéressait surtout, c'était l'accès donc, au financement BEI qui permettait d'avoir accès à une ressource à un coût inférieur à celui sur le marché. Or, ça a duré quelques temps, mais la ressource BEI a réaugmenté. Du coup, le refinancement auprès de la BEI les intéressait un peu moins. Et ensuite, le marché du photovoltaïque, il faut savoir, a complètement changé. Moratoire. Moratoire. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé sur un marché davantage, on va dire, d'investisseurs, avec des projets de taille parfois très importante. Et là, on s'est bien rendu compte que des banques de détail au niveau régional étaient sous-dimensionnées pour financer des projets très fortement capitalistiques, qui étaient plus financés donc, au niveau de banques nationales type Natixis ou autres. Donc c'était un des freins au dispositif, puisqu'en fait on arrivait de plus en plus vers des gros projets. Il faut savoir que le Languedoc-Roussillon, c'est 10% des projets retenus dans le cadre des appels d'offres creux. Donc c'est quand même important. Et donc les banques régionales étaient parfois donc, sous-dimensionnées. D'accord. Alors, moratoire sur le photovoltaïque, vous passez un deuxième projet qui est un projet habitat, où là vous reconduisez des partenariats avec les banques, et sur quelle modalité cette fois ? Donc là, l'idée c'était de mettre en place en fait un prêt bonifié pour essayer en fait d'accompagner aussi l'éco-prêt
avec en fait un prêt à 2 niveaux, un prêt bonifié à 1%, on va dire monolo, donc pour financer une catégorie de travaux, mais pour permettre d'inscrire, on va dire, le ménage sur une trajectoire des rénovations BBC. Il faut savoir qu'on est une région avec un PIB par habitant qui est quand même faible et que tous les ménages n'ont pas les moyens d'engager d'entrée de jeu une rénovation BBC globale. Donc l'idée est vraiment de leur mettre le pied à l'étrier. Et puis donc un prêt performance, donc là un prêt à taux zéro, pour effectivement des rénovations globales de niveau BBC. Donc là aussi, on a travaillé avec 2 banques. Alors, on a lancé un appel à projet et très clairement, les banques ne se sont pas précipitées. C'est ça que je vous posais la question tout à l'heure. Donc, on a même eu une première fois un appel à projet infructueux, ce qui nous a conduit à revoir notre cahier des charges et à retravailler donc, plus en amont avec des organismes bancaires. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas se confronter à de l'instruction technique du type EcoPTZ. Donc, ils veulent que ce soit simple, lisible. Et vous leur demandez autre chose que du financement, finalement. Voilà. Donc, il y a une question peut-être de formation. Voilà. D'accord. Donc, on a vraiment inscrit ça, un peu comme le disait ma collègue, dans un dispositif d'accompagnement aussi dans le cadre du plan régional de rénovation énergétique de l'habitat, avec la mise en place des PRIS, et des espaces info-énergie, etc., qui étaient là aussi pour accompagner le dispositif. Et donc, ça a pas mal marché. Moi, je pense que le prêt bonifié, ça reste un dispositif intéressant, on l'a vu, dans le sens où en fait l'effet levier pour la collectivité régionale là, est vraiment imbattable. Donc c'est 1 euro investi par la collectivité pour 26 euros de travaux. Donc on est à un effet levier qui est nettement supérieur à celui de la subvention. Et que ça permet quand même, comme le disait Andras, on est vraiment dans un rôle en fait de facilitateur. Alors même si, comme tout dispositif, on va dire, de politique publique, il y a des biais parfois, notamment on est dépendant aussi du marché. Nous, en Languedoc-Roussillon, on a un peu, on a du soleil, donc on n'isole pas beaucoup. Voilà. Mais Dunkerque aussi a du soleil, voilà. Mais on isole beaucoup. Quel retour d'expérience vous faites ? Parce que l'histoire en est évidemment à son début. Bon, on voit que le retour parfait n'existe pas là, mais... Le retour d'expérience, c'est que je reste persuadée que c'est intéressant de réfléchir à tout ce qui est ingénierie financière et de voir effectivement la région vraiment dans son rôle, on va dire, d'expérimenter, d'impulser, et d'essayer de développer de nouveaux partenariats avec des organismes privés comme les banques. Pour autant, il ne faut pas se leurrer non plus. On ne poursuit pas toujours le même objectif avec une banque. Nous, notre objectif, c'était la rénovation énergétique. Et pour une banque, la rénovation énergétique, c'est peut-être pas son premier objectif. Son premier objectif est aussi d'attirer une nouvelle clientèle. Alors, bon, certes, on est complémentaires, mais il faut être aussi lucide par rapport à ça. J'ai cru comprendre que vous aviez envie maintenant de reprendre aussi votre destin en main, de créer une société d'investissement. Oui, alors là, c'est effectivement la volonté d'essayer d'impliquer davantage collectivités et citoyens dans le montage de projets d'énergie renouvelable. Donc là, c'est un constat fait suite à l'élaboration de notre schéma régional climat, air, énergie. On est une région avec un fort gisement éolien, notamment, gisement solaire. Donc on a une longue histoire aussi avec le développement de l'éolien. Et dans le cadre du schéma régional climat, air, énergie, on a eu essentiellement des réactions sur l'éolien. Donc on s'est rendu compte que en fait, l'éolien s'était développé un peu à la façon, sur un mode cow-boy, on va dire, donc dans les années 90, qu'il fallait reprendre notre destin en main et démontrer qu'un projet d'énergie renouvelable, quel qu'il soit, c'est aussi un projet de territoire qui doit impliquer collectivités et citoyens et qui doit être monté aussi pour optimiser les retombées économiques locales à l'échelle du territoire. Et donc c'est pour ça qu'on a engagé une réflexion sur la création d'une société d'investissement qui interviendrait donc en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les projets que nous on qualifie d'innovants, donc innovants d'un point de vue social ou d'un point de vue technologique, avec des taux de rentabilité qui parfois sont peut-être un peu limites, mais où l'intervention, on va dire, de ce fonds
donc permettrait en tout cas de faciliter donc on va dire la bancarisation du projet et donc l'accès au financement bancaire. C'est un impulse très bien. Voilà. Ok, Andreas, commentaire sur cette deuxième approche? Je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on voit les deux fonctions de l'interface. Oui. Les acteurs sont là, l'argent est là. Oui. En fait, l'argent est là. Qui les met ensemble, qui fait en sorte de comprendre les uns et les autres pour que ça marche? Et c'est vraiment la première question. Et sur le fonds d'investissement créé, je pense que là aussi, c'est vraiment cette question de comment faire un effet de levier, emporter un maximum de gens dans le projet. Et là-dessus, il y a des choses magnifiques qui se font aujourd'hui en termes de financement participatif. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, peut-être juste pour donner une illustration de la puissance potentielle du financement participatif pour nos affaires de financement de la transition énergétique. Si on regarde le cas de l'Allemagne, donc beaucoup d'entre vous connaissent le chiffre de quasiment 50% des capacités renouvelables électriques qui sont en possession de personnes privées, de particuliers, de citoyens et notamment aussi de collectivités. Si on met des volumes financiers derrière, ça fait entre 12 et 15 milliards d'euros de capitaux directement mobilisés par les citoyens, par les épargnants, qui ont déclenché derrière plus de 100 milliards d'euros de projets renouvelables. 100 milliards d'euros d'investissement en projets renouvelables, c'est ce qu'il nous faut en France à peu près pour atteindre nos objectifs 2025. Et on a le même taux d'épargne qu'en Allemagne, on a le même volume de financement quelque part disponible. Ce qui nous manque aujourd'hui, d'une part, c'est les outils qui redonnent de la confiance, donc qui permettent de créer cette interface. Et c'est la question du cadre réglementaire, c'est la question du risque pour que les gens, que ce soit des particuliers, mais aussi des banques, veuillent bien investir et se disent en fait c'est bancable. Si on a le temps, on reviendra sur ce sujet de la maîtrise du risque. Alors, troisième exemple, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Philippe Rappeneau, tout nouveau vice-président au développement durable de cette grande région. Là, on parle d'une feuille de route troisième révolution industrielle, inspirée par Rifkin. Vous connaissez, on a vu, il y a un film qui vient juste de sortir pour rappeler le projet et son ancrage territorial. On le regarde et après, on va dans la boîte à outils des financements. Je connais bien le noir des mines, comme mon père. Descendre pour aller au charbon, le feu dans mes poumons. Et pourtant, quand j'ai appris que la mine allait fermer, c'est mon cœur qui a grincé. J'ai tissé ma vie. C'était pas toujours dans la dentelle. Mais chaque jour, je me levais pour. Chaque jour, je me trouvais belle. Je digère seulement maintenant une phrase de ma grand-mère qui disait « Le plus grave n'est pas de tomber. Le plus grave, c'est de ne pas se relever. » J'ai fait le calcul. En 2050, nous serons 9 milliards sur Terre. À ce train-là, il nous faudrait une planète de secours. Qu'est-ce qu'on fait ? Je commence à m'intéresser à mon avenir. En même temps, les catastrophes qu'on voit et qu'on partage sur les réseaux sociaux, c'est de la folie. J'aimerais pouvoir être actif, participer, pas que liker bêtement. La mer a une drôle de couleur, le vent comme une odeur, le soleil voilé, la terre fatiguée. Attention, il n'y a pas de plan B. Car il n'y a pas de planète B. Alors j'ai révolutionné mon métier. J'ai décidé de renverser la pensée unique avec mes étudiants. Comme les philosophes des Lumières à l'époque. On n'apportera pas de réponse aux problèmes d'aujourd'hui avec des solutions d'hier. Ici, nous sommes prêts à faire bouger nos consciences pour mieux partager, échanger, recycler, consommer intelligemment. J'apprends à consommer moins d'énergie, ne plus la gaspiller. Ce temps compressé, accéléré, est devenu aussi précieux que mon environnement. Le soleil et le vent sont des amis inépuisables et bienveillants.
Avec de géniaux ingénieurs, je mets au point une application Internet qui va permettre d'équilibrer la production et la consommation d'énergie de ma résidence. La stocker et la partager avec mes voisins. C'est l'idée. Que vaut le design s'il est désarmé? Que vaut le béton sans âme? Je veux être utile à mon art. J'ai transformé les archives du Nord pour qu'elles deviennent un bâtiment à énergie positive. Il produit plus d'énergie qu'il en consomme. J'ai construit des éoliennes en fibre de lin, du lin cultivé ici dans le nord de la France. Le Nord est volontaire pour une économie circulaire. Pensée globale, agir local. J'ai mis en service une carte qui permet l'accès à tous les moyens de locomotion, un laissez-passer anti-possession, anti-pollution pour une mobilité verte et douce. Je collecte toutes les huiles, même celles de friture des restaurants. Les moteurs de véhicules verts aiment ça. Et ça ne pollue pas. Encore de l'économie circulaire. J'apprends à changer ma vision de la banque. J'ai lancé un livret d'épargne, un livret accessible à tous, pour une épargne qui va aider à financer des petits et grands projets de la 3e révolution industrielle. Je travaille dans un hôpital intelligent. Il va fournir sa propre énergie, plus qu'il n'en consomme. J'aime assez l'idée de soigner mes patients, mais aussi l'environnement, 24 heures sur 24. J'ai ouvert la porte aux porteurs de projets. J'ai mis en place un incubateur d'idées, un espace ouvert à tous ceux qui ont besoin de fabriquer, de mettre en œuvre, de tester, d'innover. Je suis le Fab Lab, le laboratoire qui voit loin. Faisons un réchauffement d'abord. Bonjour. Je rêve de mettre au point des objets amis, des objets qui mettent toute leur intelligence au service de ceux dont ils partagent la vie. L'économie durable de demain sans obsolescence programmée, sans déchets. J'apprends à dompter les lycées, ces établissements pleins d'énergie et de ressources, les relier, les ouvrir, les digitaliser. J'ai connecté ces écoles à d'anciennes usines textiles, transformées en immenses ruches pour une centaine d'entrepreneurs du numérique. Un accélérateur d'intelligence collective. Je sais qu'aujourd'hui, on est efficace et rentable qu'en réseau. Je viens des États-Unis. J'ai déclaré la révolution à tout ce qui pollue notre environnement et nos esprits, sur cette planète qui marche sur la tête. Je provoque en duel la vieille industrie qui suffoque. Dans le nord de la France, j'ai trouvé un écho durable. Je 3e révolution industrielle, tu 3e révolution industrielle, il 3e révolution industrielle. Nous y sommes. On gravit, on avance. Ici on est en marche. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est une œuvre collective. J'ai connu le noir, les chutes et les fermetures. Je me suis vue dans des milliers de regards. Plus j'ai vu, plus j'ai appris. Et plus j'ai appris, plus je suis devenue quelqu'un. Et tous ensemble, nous sommes la 3e révolution industrielle. Dis donc. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Beau film. Alors, comment vous financez tout ça? Alors, avec tous les outils possibles et toute l'imagination qu'on peut avoir, d'abord, il y a des financements qui sont relativement classiques. Il y a les financements de l'Europe qui sont là et qui sont facilement mobilisables. Ils sont inscrits dans la programmation, les contrats de plan, etc. Il y a du FEDER là-dessus, par exemple. Il y a du FEDER, il y a de l'Axe 3, il y a de l'Axe 4, il y a quelques centaines de millions. À nous d'avoir la capacité d'aller les chercher parce que trop souvent, notamment cette région Nord-Pas-de-Calais, n'a pas été en capacité à aller chercher ce à quoi elle avait droit. L'avantage et la différence aujourd'hui, c'est que c'est la région
qui va être dépositaire de ces fonds. Et donc, je pense que de ce côté-là, on a toutes les chances de réussir. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres outils qui sont plus régionaux qui ont été mis en place, avec notamment des fonds régionaux, le fameux COPIC, par exemple, pour l'innovation dans le cadre du climat. Et puis aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, bien évidemment, les financements qui vont s'adresser plus au monde économique, qui ont été évoqués par mon voisin tout à l'heure. Et comment on continue dans l'imagination, tout simplement aussi l'épargne populaire, ça a été évoqué. Alors, lancé il y a un peu plus d'un an, hein. Oui, c'est ça. Alors, combien de souscripteurs? Alors, il faut que je regarde mes notes pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises dans ce domaine. On est à 10 millions d'euros collectés. 10 millions d'euros, donc c'est un livret d'épargne. Tout simple. Abondé à 1,75 jusqu'à 1 500 euros de dépôt, je crois. Vous savez tout. Ah non, mais voilà, c'est ça. Et bon, c'est une belle affaire, hein, plus de 3 fois et demi. Oui, mais il faut aussi être incitateur, bien évidemment. Ouais. Hein. Et puis, il y a le crowdfunding, bien évidemment, ça a été évoqué aussi. Et ça, on sent que, pour l'avoir testé sur d'autres opérations, on sent qu'il y a un engouement dans cette direction. Donc moi, finalement, je me dis que je suis très optimiste. Quand on voit ce film, tout est dit. Enfin, sur l'ambition qui est la nôtre. Bon, ça a été pensé, imaginé d'abord au niveau de la région de Nord-Pas-de-Calais, comme dans d'autres territoires, je l'ai vu. Bon, maintenant, il va nous falloir élargir ça à la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, tant qu'elle s'appelle comme ça. Peut-être changera-t-elle de nom, on ne sait pas. On sent que dans cette terre d'industrie, alors on l'a évoqué ensemble, moi le mot troisième révolution industrielle, il ne me plaisait pas trop. Rêve 3, c'est un peu pareil. Parce que... ils appellent ça Rêve 3 maintenant. Oui, ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Prenez votre enthousiasme. Oui, bien sûr. Non, mais le fond du problème aujourd'hui, c'est que c'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de repenser au développement de sa région. On a eu le charbon, on a eu l'automobile, il faut qu'on se projette sur autre chose, et on est dedans. On a fait le master plan avec Rifkin, on sait où on veut aller. Maintenant, si dans la pédagogie, j'étais un peu enseignant dans mon jeune temps, si on veut une appropriation par tout le monde, il faut qu'on soit vraiment pédago. Et quand on parle industrie, les gens dans cette région, c'est normal, la première action, quand je vous dis industrie, vous pensez usine. Bon. Et donc, il faut qu'on élargisse ce spectre pour que chacun se sente concerné. Alors, on ne va pas focaliser sur le nom, ce n'est pas le plus important, c'est nécessaire, mais voilà. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on comprenne bien qu'on est en train de construire nos emplois de demain. Et ça, je pense que progressivement, c'est en train de s'ancrer dans les esprits de chacun. Quand on regarde votre feuille de route, vous appelez ça le master plan, plus de 200 projets fléchés avec des quartiers rénovés, du bâtiment BBC, tout ce qu'on a vu là, les archives départementales, énergie positive, tout ça, et que vous voyez en face ces capacités de financement avec, j'ai l'impression que vous ouvrez tous les tiroirs, fonds européens, ce livret d'épargne populaire, le fonds dont a parlé Christophe, etc. Est-ce que les capacités de financement seront en adéquation avec votre feuille de route, qui est quand même high level, quoi ? Est-ce qu'on n'a pas les yeux plus gros que le ventre ? Il y a une chose dont je suis certain, c'est que si on se dit qu'on ne va pas y arriver, on a peu de chances de réussir. Ma grand-mère, elle me disait, l'argent va à l'argent. Donc s'il y a un intérêt, si on arrive à construire les choses, aujourd'hui on a un volume financier, je suis intimement convaincu que la qualité des résultats et la dynamique qui va se créer va amorcer la pompe et que le reste va venir. Et je pense même que, en tout cas, moi c'est ce que je souhaite dans l'esprit de la démarche, c'est qu'on fasse école même sur d'autres territoires. Mmh. Cette région a toujours eu la capacité de se relever. Et je vais pas... Le Nord-Pas-de-Calais Picardie maintenant, mais quand on l'a pensé initié dans l'exécutif précédent avec le milieu économique, on l'a fait parce qu'on sait que cette région est particulière.
Elle a peut-être souffert plus que d'autres régions françaises, et à chaque fois, elle a réussi à se relever. Et aujourd'hui, c'est avec ce master plan, c'est le travail d'accompagnement. Alors on s'est dit pourquoi ils sont allés chercher un Américain pour faire ça. Peut-être parce qu'il fallait bouleverser un petit peu les choses, les esprits. Il a secoué le cocotier, quoi. Il a secoué le cocotier, voilà, tout à fait. Et en secouant ce cocotier, on a fait ce master plan qui est le nôtre. C'est pas celui de Jérémy Rifkin, c'est celui qui a été élaboré par les forces vives. Et aujourd'hui, je le redis, moi, mon travail, alors là, si je reprends ma casquette de vice-président, tout nouveau à la 3e révolution industrielle, à la transition énergétique, à l'environnement, c'est la première fois que le mot tri apparaît dans une délégation en région. Bon, c'est un peu normal, on a des compétences maintenant plus élargies en termes de développement économique, c'est clair, en termes d'énergie, c'est clair aussi. Et moi, ça va être de travailler la méthode, vraiment avec les acteurs économiques, avec comme objectif, bien évidemment, de créer de la richesse, de la ressource, de créer du développement durable, avec toutes ces créations d'emplois potentielles. Parce que ces emplois, ils seront créés aussi par le monde économique. Et surtout, exclusivement. En appui à ce que vous dites, je pose une question au technicien Christophe Deldic. Est-ce qu'il y a des risques de se planter dans ces dynamiques-là? Parce que les besoins de financement sont énormes. Vous pouvez rappeler les grandes masses là? Juste pour répondre, est-ce qu'il y a un risque de se planter? Oui. Ça fonctionne. Ça fonctionne, très bien. Et je rebondis sur ce que dit M. dans l'instant. On a une vision. On a une vision, on sait où on veut aller. Et on a l'effet de levier avec des outils, dont celui qu'on dirige. Et à partir de là, quand vous avez une vision et l'effet de levier, vous faites émerger les projets. Et on a le temps. On est début 2016, la société d'investissement Cap 3e révolution industrielle, elle est là jusqu'à 2030. Donc on a le temps. On n'est pas en train de dire il faut tout investir dans l'année 2016 ou l'année 2017. On est là pour faire beaucoup de pédagogie auprès de tous les porteurs de projets qui travaillent sur les projets autour de la transition énergétique, mais aussi sur l'économie circulaire, et tout ce qui est recyclage de déchets. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, ce fonds, si je veux illustrer et rebondir sur l'effet de levier sur la présentation que vous faisiez tout à l'heure, 50 millions d'euros de vrais fonds propres. Ce n'est pas de la subvention, c'est des vrais fonds propres, du dur, qui derrière permettent de lever au minimum 50 millions d'euros d'autres vrais fonds propres. Ouais. Son rapport était de 1 à 10 tout à l'heure. Oui, moi je ne suis pas forcément de 1 à 10, mais déjà si on met 50 millions d'euros de notre côté et qu'on arrive à mobiliser 200 millions d'euros à côté, vous mettez 250 millions d'euros sur le territoire pour financer des projets sur la transition énergétique. Ils ne vont pas tous réussir, mais au moins ils auront tous été tentés, ils donneront d'envie à d'autres de tenter de compléter. Et il y en a beaucoup qui réussiront et qui vont grandir et devenir des fers de lance régionaux et nationaux, voire européens. Donc moi, je suis très confiant par rapport à ça. Juste une anecdote sur une société qu'on a financée en 2011 qui est basée dans la région, DBT, Douaisienne Basse Tension. J'en parle parce qu'elle a été financée en 2011. Les bandes de recharge de véhicules. Tout proche de chez moi, ça. Voilà. Ouais. Donc à Brébières, à côté de Douai, dans le Pas-de-Calais, frontière avec la région Nord, le département du Nord. Nous, en 2011, donc c'était avant, je dirais, avant à la création du fonds Cap 3e révolution industrielle, on a un dirigeant qui était à la tête d'une société, il fabriquait des bornes basse tension pour les transformateurs EDF, on va dire le métier plutôt d'hier, et qui a eu la vision de dire les véhicules électriques ne se développeront que si on mettra en place des infrastructures, des bornes pour recharger ces véhicules électriques. Et en 2011, on a accompagné ce dirigeant en investissant 5 millions d'euros sur la base, je ne vais pas dire d'un PowerPoint sur ce projet-là, mais presque. Suite à ça, il a eu la capacité au Japon d'aller dealer avec Nissan un partenariat pour implanter leur technologie chez lui, ici, à Brébières, dans la région, créer des emplois, from scratch, sur cette activité-là, pour aujourd'hui devenir, en 4 ans, le leader européen de l'installation et de bornes de recharge rapide. Il en a déjà pas mal vendu en Grande-Bretagne, mais pas encore trop ici. Si, ça vient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a eu directement une démarche européenne. Donc quand je parle des territoires, nous, le sujet, c'est qu'ici, dans le territoire, on puisse aussi monter des projets qui aient une dimension au-delà de la région Nord-Pas-de-Calais. Il va même dans les Émirats. Oui, pour vendre son matériel. En Jordanie. Non, mais c'est voilà. Et je vais juste finir là-dessus pour montrer aussi l'effet de levier, parce que nos 5 millions d'euros investis en 2011 pour lancer cette activité où on était déjà dans la transition énergétique, ça aboutit à une introduction en bourse fin d'année 2015, où il a levé quasiment 10 millions d'euros de capitaux, d'où l'effet de levier, là aussi, pour
favoriser l'expansion et la création d'un vrai site industriel, toujours à Brébières, pour fabriquer toutes les bornes sur le territoire. Et les installer où, ces bornes? Dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, bien sûr, mais partout en France et partout en Europe, et demain partout dans le monde. C'est ça, pour moi, l'ambition de la transition énergétique. Ouais, le long terme, la vision, le chemin. Et la vision des acteurs économiques. Oui, très vite. 15 secondes pour dire, on sait ce qu'on veut, et on sait aussi ce qu'on ne veut plus. Et ça, c'est important, pour éviter les erreurs. Le film a un peu montré ce que vous vouliez plus, justement. J'aurais une question à vous poser avec votre autre casquette de président d'une interco, parce qu'il n'y a pas que la région dans la vie. Juste avant et après, on écoute vos questions. Et on conclura. Alors vous, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Les collectivités, elles ont créé leur structure, ce sont vos actionnaires, finalement. Pour sécuriser les financements. Comment ça marche, où ça marche et sur quel projet? Alors le plus important, c'est que c'est la volonté des collectivités. Donc c'est pas quelque chose qui est venu d'ailleurs, qui est venu de l'État, qui est venu du monde bancaire, c'est venu des collectivités locales elles-mêmes. Et depuis fort longtemps, le projet, M. Rapneau le sait, est sur la table depuis plus de 10 ans et il a émergé cette année. Ce qui est intéressant par rapport au débat, c'est qu'on n'a pas été créé pour financer la transition énergétique. Pour autant, ça va devenir notre enjeu, aujourd'hui et demain, et on est là maintenant pour le faire, même si on n'a pas été créé pour ça. Le mandat de l'agence, on coche tout un tas de cases qui ont été évoquées. L'interface dont on parlait, on est essentiellement une interface entre notre capacité à parler aux financeurs dans le monde entier et puis les projets qui sont sur notre territoire. On a également coché la case de la mutualisation, puisque c'est un projet qui est tout à fait collectif. L'effet de levier sur les fonds propres, aujourd'hui, on a 100 millions, environ un peu plus de fonds propres. Et donc là, ça veut bien dire que les collectivités ont su les mettre, puisque ces fonds propres, ils sont venus exclusivement des collectivités locales. Il est adhérent chez vous? La région, pas encore. Non, mais communauté urbaine d'Arras? Depuis peu. Ah, voilà. Et cette communauté urbaine ici aussi, je crois. Absolument. Ouais. Et la métropole de Bordeaux, puisque je crois que c'est aussi un des organisateurs. Donc, je ne voudrais pas les oublier. Donc voilà un petit peu les fonds propres, l'effet de levier. On a 100 millions. On est en capacité d'avoir 3 milliards de crédits dans les ratios schématiques. Donc notre modèle à terme, c'est 1 milliard de fonds propres. Alors, ce n'est pas que apporté par les collectivités, c'est aussi l'accumulation de résultats sur la durée. Mais 1 milliard de fonds propres, 30 milliards de financement. Donc on est sur des chiffres qui sont potentiellement très significatifs. Comment vous fléchez les projets? Alors ça c'est le point dur, c'est le point difficile, parce que c'est la schizophrénie parfois des élus. Un des fondements du projet, c'est aussi d'éviter de rentrer dans des logiques de fléchage. Les collectivités locales ont le sentiment d'être à même de ne pas subir un contrôle d'opportunité d'organismes qui dépendent de l'État peu ou prou, et qui vont donner leurs sentiments ou leur point de vue sur la façon de mener à bien un projet. Donc, dans le mandat qui est le nôtre, c'est de financer la section d'investissement de façon globale. Mais en même temps, on a une partie de nos élus, de nos membres, nos actionnaires et nos emprunteurs qui nous disent on a besoin que vous soyez intelligents et que vous alliez au bon endroit. Donc, on est en train de réfléchir justement à la façon de respecter le mandat de départ, qui est de ne pas rentrer dans une analyse, de toute façon on n'en a pas les moyens techniques, comme KfW ou comme d'autres. Donc on va pas rentrer dans l'analyse des projets, mais en même temps, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. D'où la nécessité, on va plutôt travailler... Schizophrène, effectivement. C'est un peu schizophrène. On va travailler plus sur la logique de reporting, donc on va demander à nos collectivités de nous aider à faire remonter un petit peu la réalité des choses, on va le partager avec eux, et on va essayer de l'exposer ensuite en retour auprès de nos investisseurs, qui vont apprécier cela, et qui vont éventuellement... abonder encore plus dans les émissions que nous faisons. Donc il y a cette logique-là qu'il faut qu'on arrive à construire. Une question sur la dernière ligne de la présentation d'Andreas tout à l'heure. Le crowdfunding, variable d'ajustement ou véritablement source de financement? Alors ça répondra pour nous, et plus précisément le crowdlending peut-être que le crowdfunding, ça répondra pour nous à une autre demande de nos mandants, qui est de travailler au niveau de l'épargne locale, effectivement. Donc nos actionnaires veulent aussi qu'on arrive à lever des fonds sur le terrain auprès de leur population. Nous c'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est le marché de gros,
c'est les institutions supranationales, c'est les banques centrales des pays en voie de développement, c'est ces entités-là qui achètent nos titres. Donc c'est peu compatible avec des opérations de levée de fonds sur le terrain qui coûtent horriblement cher. Et donc on aura du mal à le faire. En revanche, qu'à côté de nous, il y ait des initiatives de crowdlending pour accompagner des projets que nous finançons dans des proportions plus réduites, mais en répondant à l'attente à la fois des populations et des collectivités, ça on commence aussi à y réfléchir. Donc ça serait plutôt une logique de parallélisme entre une opération d'appel à l'épargne publique et locale et nos propres actions de financement. Votre modèle est intéressant, nouveau, inspiré d'Europe du Nord, où c'est beaucoup plus déployé finalement, qu'on prenne son destin en main et qu'on accélère ses capacités de financement. C'est ça l'objectif. Oui, c'est l'autonomie. Si on doit trier les enjeux qui sont cités par les élus, mais je laisserai... et sécuriser la capacité de financement. L'autonomie, la sécurité et l'optimisation financière. C'est vraiment les trois leviers. On a une limite, je termine par ça, parce qu'on l'a évoqué. On a une limite pour l'instant, malheureusement, mais ça, c'est la Commission européenne dans sa décision qui en a statué ainsi. C'est qu'on n'aura pas la capacité, je pense, avant un moment, d'intervenir auprès des sociétés publiques locales. Notre modèle ne va concerner que les collectivités en direct. Peut-être que le destin va être forcé là prochainement. Très bien. Une dernière question très vite à Philippe Rappeneau et ensuite vos questions à vous. Donc votre autre casquette, président d'une communauté urbaine, Arras, dans le Pas-de-Calais. Alors vous, parce que là on a eu le retour d'expérience de région, et c'est la maille, ça a bien été dit ce matin, la maille, et la loi le dit aussi, de déploiement de la transition énergétique. Alors vous, vu de votre fenêtre, avec cette casquette d'interco, comment vous voyez les choses? D'abord, il y a eu un changement important au niveau des élus qui ont pris conscience aujourd'hui que, d'ailleurs, la loi nous a transféré clairement cette compétence énergie. Donc il y a eu cette appropriation et cette volonté d'avancer, d'aller plus loin sur ces problématiques d'énergie. Et pour cela, hormis certaines opérations qu'on a lancées et des réalisations comme par exemple travailler sur l'énergie fatale et se dire tiens, on a la chaleur de nos égouts, on va la récupérer, on va chauffer notre centre aqualudique avec ça, enfin un certain nombre d'opérations de ce type. On a lancé des parcours rénovation un peu dans l'esprit de ce qui a été fait. Voilà, bon, ça, c'est un tas de choses classiques, mais finalement on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on plante vraiment le décor, qu'on sache vraiment où on voulait aller, quelle était la situation du territoire. Et là, on a décidé en fin d'année 2015 de lancer une grosse étude, parce que c'est 400 000 € pour nous, à l'échelle de notre agglo, c'est pas neutre, une grosse étude pour savoir comment on pouvait être plus vertueux en termes d'énergie, à la fois en termes de consommation, en termes de production, vertueux sur nos bâtiments. C'est un travail qui va demander à peu près 18 mois. On a associé les autres communes du territoire qui le souhaitaient. Et vous incluez la donne financement dans l'étude ? Alors, la donne financement sera intégrée. Ce n'est pas la priorité, mais ce sera une des problématiques. Parce que demain, il faudra qu'on soit en capacité, effectivement, de répondre à cela. Pas la peine d'écrire des belles histoires si on ne peut pas les faire. Exactement, exactement. Donc, c'est un ensemble. C'est 18 mois de travail. Donc, on va dire rendez-vous globalement mi-2017 pour engager ce travail. Mais je suis persuadé qu'on a belles et d'énormes choses à faire. Et aussi avec une volonté, mais sans vouloir écrire déjà les choses, c'est de faire comprendre aux collectivités que nous finançons aussi. Moi, j'ai 39 communes sur ma communauté urbaine. On a ces fameuses dotations qui sont plutôt sur le fonctionnement, mais on a aussi ce qu'on appelle les fonds de concours. C'est-à-dire qu'on participe activement, financièrement, directement sur l'investissement, sur des réalisations des communes, et de leur dire, alors on a mis une petite enveloppe pour le moment dans ces fonds de concours pour ceux qui font un petit effort en termes de transition énergétique. Ça va être jusqu'à mi-mandat. Et puis, à mi-mandat, on va s'arrêter. On va dire maintenant, si vous n'êtes pas totalement vertueux, il n'y a plus rien. D'accord. Et ça, je pense que c'est le meilleur moyen d'avancer. Bon. OK. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à la salle pour vos questions, vos
témoignages, vos remarques. Monsieur, je vous en prie, vous vous présentez, puis allez-y. Merci. Bonjour, Grégory Gendre, je suis maire de Luz-d'Oléron, Charente-Maritime, et vice-président de la communauté de communes en charge du développement éco. Alors, un témoignage concernant ce que vous évoquiez, madame, sur les relations avec les partenaires bancaires. Donc, nous, on a mis en place avec le CREA un pôle d'accès pour les ménages qui veulent faire des travaux de rénovation thermique des bâtiments, qui leur permet d'avoir des prix réels, qui du coup ensuite sont validés par des devis avec des entreprises labellisées RGE, pour que quand elles arrivent chez les partenaires bancaires, tout le dossier technique soit fait, justement. Et donc, on signe une convention bancaire dans une semaine, là, avec Crédit Mutuel, Caisse d'Épargne, Crédit Agricole et Banque Populaire, pour justement mettre ça en place. Et eux, du coup, attendaient, par rapport à ce que vous disiez, que la puissance publique, du coup, fasse ça, parce que, pardonnez-moi l'expression, mais les dossiers sont indémerdables, quoi, d'un point de vue technique, quoi. Donc voilà, pour dire que ça existe. Alors, bien entendu, c'est en copyleft, donc si vous la voulez, on la prête à tourner la convention. Ensuite, j'avais une question. Dans les plénières ce matin, on a beaucoup parlé du coût du carbone, CO2. Alors ça, je ne l'ai pas entendu avec vous aujourd'hui. Je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé. Parce qu'en vous écoutant parler, je me demandais si, entre les schémas régionaux de développement économique, les schémas régionaux de mobilité, on n'avait pas l'occasion, à 15-20 ans, de pouvoir émettre justement des obligations sur le non-coût carbone justement d'un territoire, par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, ce qui pourrait être demain. Et voilà, exactement. Et du coup, est-ce que ça pourrait pas être justement quelque chose d'incitatif pour des structures innovantes, ce qu'on a vu dans le film, etc. Ah oui. Vous avez ça chez vous, l'indicateur de l'inaction et l'investissement à mettre en face? Qui veut répondre? Mesdames? Monsieur? Bon. Sauvez le coup, là, Andreas. Juste, madame. Donc, la nouvelle présidente de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a annoncé la mise en place d'une contribution climat. Donc le chantier s'ouvre. Voilà, je ne peux pas vous dire exactement aujourd'hui exactement comment ça fonctionnera, mais en tout cas c'est une volonté politique d'inscrire cette dimension, enfin cette contribution climat comme un nouvel outil de la fiscalité régionale. D'accord, très bien. Monsieur Rudinger. Au risque d'ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'évidemment c'est un vaste débat, c'est le coût évité du carbone, parce qu'il faut bien se demander qu'est-ce qu'on veut faire. On peut utiliser le coût du carbone comme un indicateur financier pour évaluer l'effet sur la viabilité économique du projet, à condition que, évidemment, le carbone ait un coût réel dans l'économie, ce qui aujourd'hui est en passe de se faire peu à peu en France, en Europe, etc. On peut l'utiliser dans la décision publique comme simple indicateur pour la décision, la valeur tutélaire du carbone, c'est-à-dire qu'elle ne représente pas forcément une valeur économique réelle, directe, mais je l'utilise dans ma décision parce que j'ai des objectifs politiques qui sont liés à la réduction des émissions. Et là, on arrive complètement à autre chose. Je pense que dans les deux cas, c'est évidemment utile et souhaitable que ça se développe. Je mettrai quand même fortement en garde contre le risque de se focaliser uniquement sur cet indicateur-là, pour diverses raisons. D'une part, parce qu'il n'y a pas que le carbone dans la transition énergétique, il y a beaucoup d'autres objectifs. Il y a la question sociale, la précarité énergétique, il y a une question de valeur ajoutée économique locale. Et en fait, le grand risque qu'on voit aujourd'hui dans les pays qui ont mis en place, ou les régions qui ont mis en place un marché du carbone, c'est les effets pervers que ça peut générer en termes de réflexion court terme, long terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on réfléchit en termes du coût de la tonne de carbone évitée, on a peut-être des opérations qui aujourd'hui semblaient plus rentables, avec un coût très faible, qui sont ce qu'on appelle en anglais les low-hanging fruits, donc les opérations les plus facilement réalisables. Mais si on ne réalise que celle-là aujourd'hui, peut-être que demain, on se coupe le chemin. Donc on ne saisit pas toute l'opportunité. Dans la rénovation énergétique, on appelle ça tuer le gisement. Ah ouais. Donc par exemple, aujourd'hui, ils ont cherché à faire dans leur master plan, justement. Voilà, typiquement, et je pense que là, le long terme est très important, parce qu'aujourd'hui, on peut très bien dire, bah oui, je remplace toutes les chaudières au fioul, pas des chaudières à condensation. Enfin, en termes de rentabilité carbone, aujourd'hui, c'est énorme. Si j'isole pas en même temps, je ne vais pas le faire dans les 10 ans qui viennent. Donc j'ai perdu. Et quand on applique ça à des modèles économétriques, et notamment tout ce qui est analyse de modèles, de scénarios énergétiques, on a autre chose qui est les MAC, donc les courbes d'abattement marginal du carbone,
qui peuvent calculer ça dans la durée. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour optimiser mon coût et mon potentiel de réduction de carbone dans la durée? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je ne dois pas forcément uniquement me focaliser maintenant sur les actions qui permettent de réaliser le meilleur ratio en termes de coût du carbone évité aujourd'hui, mais qui peut-être aujourd'hui me semble cher, mais qui débloque tout un potentiel demain. Et c'est exactement le cas de la rénovation BBC. Aujourd'hui, quand on fait de la rénovation BBC, les quelques régions qui se lancent là-dedans et les collectivités qui se lancent là-dedans, économiquement, ce n'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce qu'on est en phase d'apprentissage. Ça coûte cher, les filières de l'offre ne sont pas encore préparées, on n'a pas la concurrence dans le marché qu'il faut, parfois on n'a pas les produits qu'il faut. Mais une fois qu'on a débloqué cet apprentissage-là, demain, on pourra réellement massifier la rénovation BBC. Mais si on ne passe pas par cette première étape, justement parce qu'on se focalise trop sur le coût de la tonne de CO2 évitée aujourd'hui, on a perdu. On n'arrivera jamais au facteur 4 en 2050. Clair. Une autre intervention? Oui, monsieur, je vous en prie. Attendez, on amène l'outil. Alors Jean-Jacques Ilmoine, président de la communauté de communes de Fruges, dans le Pas-de-Calais, petite commune de 7500 habitants, qui a la particularité d'avoir mis en place la première relation entre développement éolien et développement de territoire, puisque les 70 éoliennes qui ont été installées à partir de 2004 ont permis de mettre en place un projet de développement durable, certes qu'on a développé que sur le volet social dans un premier temps, mais qui nous a permis de créer 50 emplois directs par la présence des machines et des développeurs sur le territoire. Et deuxièmement, de créer 70 emplois pour créer tous les services de la naissance jusqu'à la fin de vie sur le territoire. Mais ce n'est pas suffisant. À cette époque-là, nous n'avons pas pu, nous n'avons pas voulu, mais les conditions n'étaient pas bonnes non plus pour... On est il y a une dizaine d'années, là? Oui, en 2002-2003. Ouais. 2002, les premières machines sont arrivées en 2006. Et donc, on a fait un parc éolien de 70 machines en 4 ans. Et non, mais on n'a pas pu créer de cette époque-là, même si nous voulions, une société d'économie mixte. Et nous avons constaté qu'il était dommage, à partir de ce moment-là, de devoir partir autant d'argent dans les fonds américains, australiens, portugais, allemands, et ainsi de suite. On n'avait pas pu faire une serre? À cette époque-là, ce n'était pas, même si avec la société allemande, on souhaitait le faire, mais c'était très difficile en 2005-2006 de créer ce type d'outil. Public-privé, c'était pas. Et puis, la politique énergétique sur les éoliennes à cette époque-là n'était peut-être pas non plus celle qui est aujourd'hui. Votre projet de ferme était touchy à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, nous avons terminé le premier projet jusqu'à 2015 et nous avons créé avec le PLUI un deuxième projet de développement durable qui est complètement axé sur la transition énergétique. On a affiché premièrement, que la rénovation énergétique et les énergies renouvelables étaient un levier important de développement du territoire, et en particulier sur le volet environnemental. Alors, quelle est votre structure financière? Alors, aujourd'hui, la deuxième phase du projet éolien est en cours, puisque les permis pour les 29 machines sont déposés depuis le 18 décembre, et nous travaillons avec le conseil régional depuis déjà 1 an à la mise en place d'une société d'économie multi-énergie. Et pas simplement énergie éolienne, puisqu'on travaille sur un projet de méthanisation. Et aujourd'hui, dans le cadre, puisqu'on est territoire à énergie positive, on travaille aussi sur tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est traitement des déchets, et ainsi de suite. Et d'où proviennent les fonds propres? Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'on en est au stade de dépôt de permis. Et on a commencé à travailler sur la création de la société économique. C'est de ce que j'entends aujourd'hui, ça m'intéresse énormément. Donc aujourd'hui, on va, dans les 2 années qui viennent, monter tout le projet. Alors, je termine en disant que depuis le mois de décembre, et Philippe Rapneau le sait, j'ai été élu président-directeur général de la Société d'économie Nord-Énergie, qui est une SEM qui a été mise en place pour aider les collectivités territoriales à s'approprier le développement des énergies renouvelables et faire en sorte que, en particulier pour l'éolien, le développement de l'éolien ne soit pas anarchique sur notre territoire, qu'il soit contrôlé en mettant en face d'un projet industriel, un projet de territoire. Donc aujourd'hui, je vais me lancer, c'est pas facile, 7500 habitants, 15 000 demain dans une fusion. L'ingénierie financière, c'est pas que c'est compliqué, et j'attends de ce côté-là, et je crois que je rencontrerai les personnes. Il va venir bientôt vous demander de l'argent. C'est fait déjà. Ok, merci monsieur. Encore une intervention? C'est bon? Oui, ah pardon, excusez-moi, je ne voyais pas. Allez-y, allez-y.
Monsieur ou madame? C'est monsieur. Jetez-lui. Stanislas, tournesol microgrid. Je voulais vous poser une question parce qu'on a beaucoup parlé de différents modèles qui sont notamment le modèle allemand, on a évoqué KfW, on a évoqué également le modèle nordique. J'aimerais savoir si vous avez pu avoir une concertation avec nos partenaires européens pour comprendre peut-être leur modèle de financement, comprendre pourquoi est-ce qu'ils arrivent à avoir plus d'énergie renouvelable et comment est-ce qu'ils font, malgré qu'on ait la même capacité d'épargne et finalement la même envie de développer ce type de projet en France. Puis le levier d'investissement de 1 à 10 qui nous a fait rêver tout à l'heure. Alors, de la concertation, il y en a. Évidemment, à notre niveau, au niveau des chercheurs, il y a beaucoup d'échanges avec les différents pays. Il y en a au niveau des gouvernements et des ministères. Je me rappelle notamment d'un voyage de Delphine Batho, qui, donc, en tant que ministre de l'Environnement, au moment du débat national transition énergétique, était arrivé avec toute une délégation ministérielle à la KfW à Berlin, pour voir comment ça marchait. Donc il y avait quand même cet intérêt-là qui est là. Expliquer les différences, évidemment, on est toujours confronté à plein de facteurs différents. On a des similarités, le taux d'épargne, le potentiel d'épargne ou d'investissement qui est là, une envie politique peut-être, mais qui, si on regarde en détail, n'est pas ancrée de la même manière. Et on revient souvent à cette question du risque qui a été évoquée tout à l'heure. Qui fait quand même qu'un projet va se déclencher ou pas, que les acteurs vont y aller et que des acteurs avec peut-être une aversion au risque supérieur, notamment les ménages, vont également y aller. Si on prend juste le cas de l'éolien, parce que c'est souvent le plus emblématique, on dit souvent qu'il faut entre 2 et 3 ans pour développer et installer un parc éolien en Allemagne, il en faut entre 7 à 8 ans en France. Sachant qu'en France, aujourd'hui, c'est un vrai parcours du combattant. Je sais qu'il y a des développeurs dans la salle, ils pourront en témoigner. Donc, aujourd'hui, en France, quand on crée une SEM et on se dit on va lancer un parc éolien, dans certains cas, ça marche très bien. Dans d'autres cas, on a une chance sur 3 à ce que le projet capote dans ces 3-4 premières années. Parce qu'on n'obtiendra pas les permis, parce que d'un coup, la réglementation change en pleine procédure. Et donc, en fait, une fois qu'on a les permis, on nous dit qu'il en faut des nouveaux. Qu'une fois qu'on a les permis, il y a des recours en justice qui sont engagés par des opposants au projet et que même, souvent, le fait de passer par l'appropriation locale, de passer par le financement participatif, n'est pas une protection absolue contre l'action des opposants. Évidemment, il y en a toujours. La question, c'est combien sont-ils et à quel point leur action est légitime et paraît légitime quand ce sont leurs voisins qui eux-mêmes portent le projet. Donc ça change quand même pas mal de choses, mais il y a de multiples facteurs là-dedans qui jouent. Si on regarde l'ingénierie financière au niveau des grandes, moi je les appelle armes de guerre de la transition énergétique, donc du type KfW. Donc la KfW, juste pour donner un chiffre, c'est 80 milliards d'euros annuels levés sur les marchés obligataires à des taux ridicules, qui aujourd'hui sont les mêmes que l'État fédéral allemand. Ça, on peut le créer. Et là, c'est un débat qui est compliqué, qui est au niveau des institutions françaises, qui n'est pas facile parce qu'il y en a déjà. Il y a des institutions comme la Caisse des dépôts qui se positionnent là-dessus, mais qui en fait ont un métier différent. Il y a des gens qui voudraient aller dans ce sens, d'autres non. Donc c'est une négociation permanente, mais je pense que peu à peu, on y va. Et ce qui est intéressant à observer en France aujourd'hui, c'est que là où l'État n'y va pas forcément, c'est pour ça que je parlais des lacunes de la loi de transition énergétique en termes de financement, j'ai l'impression que ce sont plutôt les collectivités qui commencent à les compenser, et qui, par l'entraînement qu'ils donnent, par l'exemple qu'ils donnent, vont créer quelque part de la jurisprudence, vont créer des règles nouvelles. On le voit très bien dans le tiers-financement. C'est les premières initiatives régionales qui ont poussé l'État à agir là-dessus, adapter le cadre réglementaire derrière, pour qu'ensuite ça puisse se généraliser. Bon, on en reste là, parce que ça va être ma synthèse, vous l'avez fait en 10 fois mieux. Tiens, vous, budget rectificatif, vous allez faire le budget là, à la région. Alors, 1,1 milliard le budget de la région? Non. Non. Un peu plus. Un peu plus. On a 3,5 milliards. 3,5 milliards. Vous allez peser combien? Je vais vous faire une réponse de Normand quand j'aurai mon arrêté de délégation. Oh. Savoir ce... Non, mais très franchement, alors, vous savez, tout dépend. La troisième révolution industrielle, c'est le portage politique. C'est pas forcément des financements directs de la région.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est les financements qui vont venir de l'extérieur. Je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit, c'est le monde de l'entreprise qui va investir et qui va créer ces emplois. La dynamique, oui, l'a bien Après, bon, il y a des politiques qui sont plus ou moins importantes. Il y aura certainement des choix à faire. Ce qu'on sait, c'est que, a priori, dès cette année, c'est 300 millions d'euros d'économies. Donc forcément, il y aura des choix à faire. Et ça, il faudra qu'on se mette autour de la table et qu'on fasse les bons choix. Moi, ce que j'ai envie de dire simplement, dans ce domaine, comme dans les autres, ce qui marche, ce qui a bien fonctionné et qui a amené ces résultats, il n'y a pas de raison qu'on le remette en question. Qu'on s'interroge sur ce qui a moins bien fonctionné pour voir si on peut l'améliorer, on peut améliorer les dispositifs pour que ça fonctionne mieux, oui, et puis peut-être constater aussi que certaines politiques n'ont pas forcément apporté les résultats à souhaiter. Et puis peut-être aussi, je le dis, et ça, là c'est un engagement politique, c'est de changer parfois un petit peu la méthode. Sur le plan 100 000 logements, par exemple, de la région de Nord-Pas-de-Calais, autant j'étais d'accord sur la finalité, autant je n'ai pas été d'accord sur la façon dont ça a été élaboré, parce qu'à chaque fois, on a voulu être, exemplaire. On a pris beaucoup de temps pour mettre la structure idéale en place, etc., etc. On était plus royaliste que le roi. Or, moi, je suis pour une autre méthode, c'est on démarre. Les petits pas, mais résolument. On démarre et on rectifie progressivement. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 16h30 pour vous emmener dans le monde merveilleux des compteurs communicants. À tout à l'heure.